Bonsoir à tous, bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Sandrine Vim pour sa conférence sur le thème Booster votre système immunitaire par le pranayama. Je te laisse démarrer quand tu le souhaites. Eh bien, bonsoir à tous et merci pour cette opportunité de m'offrir une jolie conférence sur ce qui me passionne, l'art du pranayama, auprès de votre académie. Donc, je Avec m'appelle plaisir. Sandrine, c'est gentil. Je m'appelle Sandrine Vim, j'enseigne le yoga et bien sûr toutes les techniques qui s'y rapprochent comme le pranayama, la méditation et les asanas. Et ce soir, nous allons faire une ouverture sur les bienfaits, surtout en cette période où on a besoin d'avoir un système immunitaire fort, résistant. Bien, on va voir comment et pourquoi le pranayama il peut agir sur notre système immunitaire. Alors, Super. tout d'abord, pour comprendre qu'est-ce que le pranayama, je vais d'abord le resituer. Donc, le pranayama dans la pratique du yoga, il est placé en 4e position. C'est-à-dire que avant, donc c'est un peu dans la tradition yogique, mais avant de se positionner sur le pranayama, c'est surtout dans la méthode que je pratique, eh bien, on va d'abord préparer le corps. Préparer le corps avec les asanas, qui sont un peu comme des nettoyeurs, des couloirs, qui vont permettre au pranayama de circuler dans le corps par différentes trajectoires qui vont être utilisées, qui ont des connotations en sanskrit bien spécifiques à chaque fois, mais ça, nous le verrons ensemble dans nos ateliers plus tard qu'on va faire ensemble, pour pas que ce soit confus. Donc, on va dire que, pour simplifier la chose, notre corps est un peu comme une centrale électrique. Et dedans, eh bien, il y a des courants énergétiques qui vont passer. Et ces courants énergétiques, bien sûr, ils sont à l'extérieur, donc de l'enveloppe corporelle, et par une pénétration de chaque instant, il y a une interaction entre les énergies externes et les énergies internes qui circulent, qui véhiculent, qui se combinent entre elles et qui, par le biais de certaines techniques, vont s'intensifier. Lorsque vous pratiquez les asanas, donc les asanas, c'est la pratique posturale du yoga. Lorsque vous pratiquez les asanas, vous placez en fait dans le corps certaines formes. Ces formes, on les appelle des moules respiratoires. Pour que ces moules respiratoires s'installent, bien sûr au fur et à mesure de la pratique et surtout des années de pratique, le corps devient comme une cavité qui accueille à différents endroits le prana, donc l'énergie qui est autour de nous, qui donne la vie à chaque instant. Et cette énergie, elle va être captée donc par des capteurs subtils dans le corps. Et nous, par la pratique du pranayama, nous allons activer ce prana dans le corps par différentes pratiques d'abord, mais aussi par une approche graduelle. Dans certains courants, vous pourrez pratiquer le pranayama, des pranayamas qui sont même avancés, sans avoir beaucoup de maturité dans la pratique. Ça se fait et c'est OK. Hein, il y a vraiment différents courants dans le yoga pour ça. Mais dans la pratique que j'enseigne, le pranayama ne vient qu'après une certaine compréhension, certaines aptitudes, une certaine maturité de la pratique corporelle, du maintien, du soutien, de l'éveil, de l'ancrage, de l'enracinement, et aussi de l'apaisement, avant de se lancer dans cette pratique. Mais vous allez me dire, oui, d'accord, Sandrine, mais là, ce soir, on est venu t'écouter parce qu'on va peut-être faire des ateliers au mois de février avec toi.
et on n'a jamais fait de pranayama. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui n'en ont jamais fait. C'est pour ça que si nous faisons quelque chose ensemble, même si c'est sur un court terme, ce que je voudrais vous véhiculer avant tout, c'est pourquoi vous êtes intéressé par cette pratique du pranayama. Pourquoi vous vous êtes aujourd'hui déplacé, vous vous êtes accordé le temps de venir m'écouter sur ce 4e pilier du yoga, le pranayama. C'est sûrement parce que vous avez pris conscience que la respiration était une des facultés, un des cadeaux privilégiés qui, à chaque instant, nous permet de rester en vie. Ça, c'est la grâce du pranayama, c'est de se rendre compte, avant toute chose, que le souffle nous permet à chaque instant de rester en vie. Nous naissons avec une inspiration et nous mourrons avec une expiration. Et entre les deux, entre l'inspiration de notre naissance et l'expiration de notre mort, il y a tout le continuum d'expérience qui va faire ce que nous sommes et qui va nous amener par le vieillissement à la fin. Et le souffle en lui-même, donc l'inspiration, puis l'entre-deux, puis l'expiration, c'est exactement en micro-situation ce qui se passe dans toute une vie. Donc se consacrer au souffle, c'est aussi accueillir l'impermanence. C'est aussi se rendre compte que grâce à la respiration, nous pouvons agir sur différents états que nous traversons selon les expériences que nous vivons. La notion qui est souvent reconnue dans le pranayama, c'est en respirant, on se calme. Alors pourquoi on se calme en respirant ? Tout d'abord parce que le fait d'observer sa respiration nous ramène à ce qui se fait malgré nous. C'est-à-dire reconnaître qu'en nous se manifeste quelque chose qui est en dehors de notre volonté. Parce que sur le souffle, nous ne sommes pas acteurs. La respiration se fait. Si vous prenez par exemple dans la journée, combien de fois dans la journée vous vous souciez de votre respiration ? Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on respire ? Très peu de fois dans la journée. Et pourtant, ça se fait. Malgré nous, la respiration se fait et se manifeste. Donc, qu'est-ce qui va faire que je passe d'un état involontaire de cette respiration à un état volontaire ? Eh bien, c'est que j'ai compris que, à l'aide de la respiration et des techniques, en conscience, je peux agir sur mon espace intérieur. Et j'agis sur mon espace intérieur, donc je fais un retour vers l'intérieur. Et rien que le fait de faire ce retour vers l'intérieur est apaisant. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Si par exemple, faites avec moi, vous mettez simplement vos mains sur votre abdomen pendant que je vous parle. Vous êtes attentif et vous écoutez. Mais vous n'êtes absolument pas concentré sur votre respiration. Et pourtant, dans vos mains, si vous laissez pendant que vous m'écoutez vos mains sur le ventre, le ventre, il a un aller-retour vers l'avant sur l'inspire et vers l'arrière sur l'expire. Et si pendant que vous me parlez, vous vous concentrez en même temps sur le mouvement de l'abdomen, vous pourrez peut-être ressentir, si vous êtes très habile, eh bien que lorsque quelque chose que je vous explique vous contrarie, ou peut-être vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, il va se manifester une rupture, un décalage, une accélération, ou bien un arrêt de ce mouvement d'aller-retour. Et la première action
qu'a le prana lorsqu'il est reconnu dans le corps, c'est justement cet apaisement. Je reconnais le mouvement qui se manifeste à chaque instant en moi. Ça veut dire que je me considère en tant que machine capable de faire un mouvement qui me maintient en vie à chaque instant. Et ça donne beaucoup, ça ramène beaucoup à l'amour pour soi. Ça ramène beaucoup à la considération de l'ingénierie intérieure qu'est le corps. Si nous commençons notre pratique de pranayama, nous allons par cette activation du prana dans le corps, par différentes techniques, vous allez avoir un apport d'oxygène beaucoup plus important dans certaines régions du corps. Le fait d'amener plus d'oxygène dans le corps va faire qu'il y aura une meilleure assimilation, une meilleure régénérescence, une meilleure détoxification. Tout le processus naturel de régénération et dégénérescence va être aidé. Donc vous contribuez, en faisant du pranayama, à aider le combat qui se fait dans le corps entre les attaques externes, qui sont permanentes, puisque dans le corps, les anticorps, ils sont là justement parce qu'il y a des corps étrangers qui entrent, et des fois, ils sont accueillis, et puis des fois, ils n'ont rien à faire à l'intérieur. Donc, quand vous activez votre respiration à certains endroits ou d'une certaine manière, vous contribuez à aider les petits soldats à maintenir l'ordre et le bon fonctionnement de tous les organes du corps et de toutes les grandes fonctions physiologiques, organiques, sensorielles et mentales. Ça, c'est un peu l'étape, on va dire, grossière du pranayama. Donc, il agit tout de suite, le pranayama, sur le bien-être et sur le système immunitaire. Le système immunitaire, il est très touché aussi par le fait d'être affaibli moralement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une pratique et surtout des moyens habiles pour comprendre les mécanismes de l'esprit, un parcours introspectif par exemple, qu'est-ce qui se passe? Étant en permanence agité dans mon esprit, je ne vais pas avoir le recul nécessaire pour m'installer dans le calme entre deux agitations, entre deux pensées, entre deux expériences qui me déstabilisent. Je n'ai pas ce temps, cette matière-temps. Pourquoi? Bien parce que si on ne comprend pas le mécanisme de l'esprit et si on ne lui donne pas attention, il est comme un cheval au galop, il est tout le temps en train de courir. Et la plupart, nous ne nous rendons pas compte de ça. C'est que quand vous commencez à faire une technique, comme le yoga, comme toutes les pratiques martiales avec un enseignant qui a cette philosophie, ou bien du tai chi ou du qigong ou d'autres méthodes, où vous avez cette alliance du mouvement avec le souffle. Et c'est une opportunité pour vous de reconnaître, ah oui, en effet, quand j'allie le mouvement avec le souffle, je suis beaucoup moins dans mon agitation mentale, j'arrive à me poser, j'ai des sensations que je n'ai jamais touchées, je reconnais mon corps autrement que par sa représentation physique, esthétique, j'accorde d'autres vertus à mon enveloppe, et donc je me rapproche de mon essentiel. Donc oui, le pranayama est efficace pour booster le système immunitaire parce que la première chose qui incite le système immunitaire à descendre en intensité, c'est le stress. Et comme lorsque je me retourne vers moi pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, mon esprit se calme,
eh bien, par effet réciproque, le stress va diminuer et donc mon système immunitaire va remonter. Le pranayama n'est pas une... Alors, ça dépend les courants. Je vous parle vraiment de la manière dont j'ai été enseignée et le courant que je suis depuis 20 ans. Je n'ai jamais changé ma pratique et je suis toujours restée avec le même enseignant. D'abord parce que j'y trouvais la nourriture que je recherchais. Et ensuite, lorsque j'expérimentais quelque chose, eh bien, le résultat était en relation avec mes attentes. Donc, je suis restée dans cette pratique. Et je suis toujours autant passionnée par cette pratique. Lorsque vous pratiquez le pranayama, vous pratiquez un art, l'art du souffle. Vous êtes d'abord passé par la reconnaissance du souffle spontané, celui qui vous a calmé, celui qui vous a relié avec votre intérieur et ce qui vous a relié aussi à l'espace externe, c'est-à-dire à l'univers, parce que le prana qui est puisé à l'extérieur, s'il n'y avait pas d'extérieur, vous ne pourriez pas vivre à l'intérieur. Donc, il y a non seulement la reconnaissance de l'impermanence, mais aussi de l'interdépendance entre le monde dans lequel je baigne, c'est-à-dire mon environnement, et mon monde intérieur qui est totalement lié à chaque instant avec ce qui entre et ce qui sort. Donc là vient une autre opportunité de réflexion sur le pranayama, c'est si je me place en tant que filtre de l'univers, donc en tant qu'entité humaine, en tant qu'être incarné humain, je me situe comme une particule filtrante de cette totalité. Ça veut dire que ce qui va sortir de moi va aller vers l'extérieur, donc va aussi se dissoudre avec ce qui se dissout de tous les êtres vivants sur la Terre. Et est-ce que je peux contribuer à ma micro-particule que je suis dans l'univers, est-ce que je peux contribuer à ce qui ressort de moi, c'est-à-dire mes déchets, soit le plus propre possible. Alors quand je dis propre, évidemment, ce sont des déchets, donc forcément qu'ils sont riches en dioxyde de carbone et qu'ils sont rejetés par le corps justement parce que s'ils restaient dans le corps, le corps serait toxifié. Mais plus mon intérieur est dans le respect, non seulement de mon environnement intérieur, mais dans le respect aussi de l'environnement extérieur. Plus tout ce que je vais faire rentrer comme matière en moi, que ce soit les pensées, que ce soit mes rencontres, que ce soit mes relations, que ce soit la nourriture, que ce soit les produits que je vais utiliser, tout ça, ça rentre dans ma machine. Je suis ce filtre. Et je suis ce filtre en respect avec ce que je vais recracher vers l'extérieur. Eh bien, c'est aussi une des facultés du pranayama. C'est de prendre conscience de ce que je rentre et de ce que je sors. Aussi bien verbalement que sensoriellement, que non verbalement, que physiquement, que mentalement. Tout ça, le pranayama me conduit vers cette conscience. Par exemple, pour des personnes qui ont des addictions, comme le sucre, la cigarette, l'alcool, tout ce qui peut être addictif et surtout qui peut endommager notre ingénierie intérieure, eh bien, par le biais du pranayama, par la conscience de cette respiration, je vais vouloir préserver cet intérieur, je vais vouloir préserver mes poumons, je vais vouloir préserver mon capital veineux et artériel. Et je vais petit à petit me soucier un peu plus de ce que je vais ramener dans cette machine intérieure. Alors quand je dis machine, pour moi le mot machine il est précieux.
Il est précieux par rapport à l'ingénierie qui est à l'intérieur de cette mécanique, qui nous dépasse, parce que si nous avions à faire, ne serait-ce que pendant 1 heure, le boulot que fait toute la machinerie interne, on ne pourrait pas le faire, on mourrait. Tellement c'est complexe. Donc, quand vous vous rapprochez de la manière dont se manifeste simplement le souffle en vous, il y a plein d'autres fonctions que vous reconnaissez, comme le cœur qui bat, l'organe du cœur qui fait un travail colossal pour filtrer, pour pulser, pour régénérer, pour échanger. Donc voilà, c'est grand respect pour chaque organe qui devient une divinité, parce que il suffit qu'il y en ait un qui soit en déséquilibre pour que tout s'enraye à l'intérieur. Si vous commencez les exercices de respiration les plus simples, vous allez par exemple augmenter le débit respiratoire en allongeant l'inspiration pour quelques secondes de plus que la respiration normale, et pareil pour l'expiration. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire travailler des muscles qui n'ont peut-être pas l'habitude d'aller dans une amplitude aussi grande. Vous allez petit à petit élargir le mouvement élastique des côtes, des muscles intercostaux, des tendons, des ligaments, tout ce qui est fait dans cette cage thoracique pour laisser l'espace à l'expansion pulmonaire. Plus cette élasticité est disponible, plus vos poumons vont pouvoir s'élargir et prendre plus de place et recevoir plus d'air. Parce qu'ils reçoivent plus d'air, ils ventilent mieux, ils sont plus dans une oxygénation totale, ils sont aussi à même capables de rejeter beaucoup plus profondément l'air résiduel, ce qui fait qu'il y a un nettoyage d'aller-retour dans la journée, même dans votre souffle spontané. Quand les élèves commencent le pranayama, ils sont allongés sur le sol ou assis sur une chaise. Enfin, en principe, quand on commence le pranayama, nous, on ne pourra peut-être pas le faire comme ça, on va voir dans nos ateliers, mais c'est ce que je vis tous les jours dans mes cours. Donc, mes élèves sont installés dans une forme allongée sur le dos. Et là, mon observation consiste à regarder comment bouge leur abdomen, leur cage thoracique, leurs clavicules, leurs aisselles, leurs omoplates. Et toutes les structures sont différentes. Il y a des élèves, ça ne bouge pas du tout. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas d'amplitude. Lorsque je vais leur demander d'ouvrir un peu plus et d'allonger la respiration, il y a des élèves où la respiration se bloque après le nombril, le ventre se gonfle et puis ça ne bouge plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la totalité de tout le mécanisme respiratoire qui bouge. Il ne sollicite qu'une toute petite partie. Ce serait un peu l'équivalent de quelqu'un qui s'achète une Ferrari et qui l'utilise que pour aller faire ses courses à 30 km/h. C'est exactement la même chose. Notre potentialité respiratoire, tant qu'on n'exploite pas cela, après il y a la pratique sportive, il y a les sportifs, ils ont aussi des aptitudes très particulières pour déployer tout ça, mais encore faut-il qu'ils en soient conscients. Mais c'est aussi une des puissances du pranayama, c'est ça, c'est redonner à ce qui nous a été donné comme potentiel les capacités d'évolution, les capacités de puissance maximale pour que ces fonctions qui nous sont données soient exploitées à bon escient. Si un élève fait une inspiration longue, lente et profonde, lorsqu'il n'a pas l'habitude, il va inspirer
et il va prendre beaucoup d'air d'un coup. Et puis, à un moment donné, ça bloque. Il veut continuer d'inspirer, mais ça bouge plus. C'est-à-dire que ses poumons auraient envie de se gonfler plus, mais la capacité de la cage thoracique n'étant pas élastique suffisamment, eh bien, il ne peut pas, et c'est frustrant pour les élèves. Au début, moi, je sais qu'il y a des élèves qui sont en panique à cause de ça. Ils me disent, mais j'aimerais bien respirer plus, mais quand je veux ouvrir plus, il n'y a plus rien qui rentre. Mais c'est pas qu'il n'y a plus rien qui rentre, c'est qu'il n'y a plus d'espace à l'extérieur des poumons pour que les poumons puissent continuer de s'élargir. Donc, c'est beaucoup de pièces qui sont complémentaires. Il y a l'élasticité pulmonaire, il y a l'élasticité musculaire, il y a le déploiement articulaire des côtes les unes sur les autres, il y a aussi l'énergie de volonté. Qu'est-ce que je veux faire avec mon souffle et ma respiration? Et aussi, quelle est mon étude et ma compréhension que j'ai du pranayama de base pour aller vers des pranayamas un peu plus compliqués. Et là, si vous voulez, on va faire ensemble simplement une gestuelle qui va compléter ce que je suis en train de vous expliquer. Vous allez placer vos mains sur le bas-ventre. Donc, vous placez vos mains, vos doigts, entre donc les index touchent l'os du pubis, les majeurs, et le plat de la main, c'est-à-dire la paume de la main, est donc sur les côtés, au niveau du côté droit et gauche des abdominaux, du bas. Et vous allez fermer vos yeux. Fermez vos yeux pour quelques instants. Vous n'activez pas la respiration, absolument pas. Vous vous donnez l'opportunité d'écouter ce qui se fait pendant 1 minute à cet endroit. Donc, vous n'essayez pas de pousser votre abdomen vers vos mains. Vous n'essayez pas non plus de le reculer loin des mains. Vous laissez faire. Et surtout, vous ne vous souciez pas de savoir si est-ce que c'est juste si je ressens quelque chose, est-ce que c'est juste si je ne ressens rien. Ça n'a aucune importance. Maintenant, montez vos mains un cran plus haut. Vous les placez sur votre nombril. Donc, les mains de chaque côté du nombril. Assez large pour que vous touchiez un peu les flancs aussi. Fermez vos yeux à nouveau. Et observez ce qui se passe à cet endroit lorsque vous laissez la respiration spontanée se diffuser. Est-ce que le mouvement est identique à la paroi plus basse que l'on a touchée précédemment, ou est-ce que c'est identique, différent? Est-ce que ça change quelque chose? Et si ça change quelque chose, ça change quoi? Puis nous passons un étage au-dessus. Vous passez en dessous de votre poitrine, au niveau de vos côtes, donc les côtes frontales. Et là, vous élargissez un peu plus vos mains. Donc vous ne touchez pas vos doigts contre le sternum, vous élargissez un peu plus, comme si vous vouliez prendre vos côtes frontales et flottantes dans vos mains. Et là, vous écoutez encore une fois, vous goûtez à ce qui se passe sous vos mains lorsque vous faites ce mouvement, cette gestuelle. Vous prenez simplement conscience des zones qui sont affectées par le souffle spontané. Donc, ce n'est pas que vous êtes en train de déployer la respiration, hein. Elle se fait, vous n'avez rien besoin de faire. Montez maintenant au-dessus de la poitrine. Vous montez à l'étage ici, où vous placez vos mains. Vous avez un petit peu les doigts qui touchent presque les clavicules, mais pas complètement. Mais vous êtes vraiment sur l'espace de la poitrine. Fermez vos yeux. Observez ce qui se passe. Et enfin, notre dernier étage, vous allez maintenant croiser vos mains parce que c'est plus facile pour sentir. Et vous allez placer vos mains sur vos clavicules ici. Et fermez vos yeux, écoutez ce qui se passe. Et vous relâchez vos mains.
Donc là, vous venez avec vos mains de parcourir les trajets de ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, qui est la respiration longue, lente et profonde. Mais nous n'avons pas activé, vous avez vu, on n'a pas activé le souffle. On a juste goûté à ces endroits. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il se manifeste? Et comment? Juste avec le souffle spontané. Et voyez, comme rien que de faire ça, ça vous a mis en conscience peut-être sur des zones que vous n'y... parce qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont aucune conscience du souffle. Vous avez peut-être touché des endroits que vous méconnaissiez dans le mouvement de votre respiration spontanée. Peut-être ça vous avait mis dans un certain état de tranquillité. Ça vous a peut-être aussi rendu curieux d'aller plus loin. Eh bien, ça, c'est vraiment la base. Donc, si vous revenez près de moi, ou si vous allez voir un enseignant proche de chez vous qui enseigne le pranayama, c'est déjà que cette première approche, elle vous a touché parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui fait partie de vous-même. Et pour vous, à cet instant, c'est insensé de continuer de vivre sans aller à l'encontre de ce que je suis à chaque instant. Et en plus, ce que je suis en respirant. C'est-à-dire que si ce mécanisme s'arrête, je meurs. Là, je veux juste approfondir, aller rencontrer par curiosité, qu'est-ce que c'est que ce fameux pranayama? Qu'est-ce que je peux aller chercher une fois que je sais que je respire? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus? Et là, j'en viens maintenant à la dernière partie. Donc, on a vu comment ça a affecté le système immunitaire, simplement par l'oxygénation plus grande, la diffusion du prana, le fait de se poser sur soi qui calme l'esprit, donc qui diminue le stress et qui favorise le boost immunitaire. Mais après, il y a la partie qui est le cheminement du yogi. Donc, je vais vous en parler aussi parce que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà peut-être sur le chemin du yoga, qui ont déjà pratiqué avec des enseignants, mais qui ne connaissent pas forcément la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les asanas, que les techniques corporelles? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la présentation des poses magnifiques qu'on voit sur Instagram avec des femmes qui font des poses extraordinaires dans des tenues aussi extraordinaires et qui nous mettent parfois peut-être mal à l'aise parce que nous n'avons ni la souplesse, ni le physique, ni peut-être aussi l'envie de se montrer. Voilà, donc plein de paramètres qui sont peut-être pas du tout les mêmes et c'est OK. Eh bien, c'est la source, c'est de revenir à la source. La source du yoga est bien sûr complètement dénaturée en Occident. Très peu d'enseignants, très peu de cours de yoga sont enseignés par des pratiquants qui continuent et qui restent élèves auprès d'un enseignant. Ils passent peut-être un diplôme pour être enseignant de yoga, qui peut durer 1 an. Maintenant, il y a des formations qui sont très rapides aussi, hein. Mais il y en a qui tiennent la route dans celles qui sont rapides. Mais il y a des formations qui sont vraiment très réduites à la posture asanique. Et donc, ça ne permet pas à ces élèves, à ces étudiants, de savoir c'est quoi la source exactement. Une fois que je sais faire toutes ces poses, ok, je vais vieillir, mon corps va devenir de plus en plus fragile, va devenir plus raide. Ça sert à quoi de faire tout ça? La source du yoga, c'est le calme. La source du yoga, c'est reconnaître sa présence en tant que spatialité et reconnaître que nous sommes totalement interdépendants avec tout ce qui nous environne. Et que nous sommes des particules, chacun, nous sommes des particules essentielles de cette contribution au tout.
Ça, c'est l'essence du yoga. Donc, c'est nous relier en tant qu'être incarné à cette totalité manifestée qui nous dépasse et que nous pouvons, à l'aide de pauses, à l'aide d'outils de concentration, faire animer en nous et se révéler, parce que comme nous sommes des particules de cela, tout ce qui se manifeste à l'extérieur se manifeste à l'intérieur. Donc la pratique du yoga, c'est aussi cette reconnaissance que nous avons tout ce potentiel de l'extérieur à l'intérieur. Et vous allez, par la concentration, la méditation, les ajustements dans les pauses, l'alignement, le respect de l'enseignant, le respect de la pratique, l'assiduité au cours, l'étude des textes, c'est tout ça qui alimente à chaque jour dans votre pratique cette contribution, ce respect pour soi, pour les autres, pour l'environnement externe, pour l'environnement interne. Et ça amène la canalisation vers l'essentiel. Si vous avez pris le recul nécessaire pendant ces périodes que l'on vit toujours, parce qu'on n'en est pas sorti, les manifestations de chacun, par l'écoute des amis à qui on parle, par l'écoute des médias, on se rend vraiment compte qu'il y a plein de ressentis différents sur ce qui se passe. Et ces ressentis, ils sont de la matière qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, on entend des choses, on entend des informations, et ça entre dans le système. Que fait le système de ces informations? Eh bien, il va en faire ce qu'il peut par rapport aux outils qu'il a en lui pour analyser, synthétiser, assimiler, retranscrire peut-être cette information extérieure vers lui pour ensuite la retranscrire dans l'espace externe. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que l'oxygénation qui se fait comme ça. Il y a toutes les pensées. À chaque fois que vous allez relationner avec quelque chose qui est de l'extérieur, l'impact qu'il va avoir sur vous ne dépendra que de la structure interne et sa capacité d'analyser ce qui rentre. Donc plus il y a la panique à l'intérieur, plus il y a l'appréhension, plus il y a la peur, plus il y a la déstabilisation, le déséquilibre, plus il y a l'interprétation, le jugement. C'est OK parce que ça n'est que le reflet de ce qu'il manque comme outil à l'intérieur pour recevoir ces informations d'une intensité faible, moyenne ou modérée. Et comment? Eh bien, on va pouvoir la capter à un certain degré et ensuite, en tant que poumon, en tant que filtre, la relancer et la laisser repartir. Ça, c'est rien d'autre qu'un geste pranique. Ça fait partie de l'élan pranique. Puisque le prana, c'est toute l'énergie. Donc, toutes les énergies externes qui rentrent à l'intérieur, elles sont de l'ordre du prana. Il n'y a rien qui ne peut pas être prana. Tous les objets, toutes les matières, tout ce que vous pouvez voir, entendre, ressentir, c'est pranique. Donc, ça va bien au-delà de savoir si je respire ou je ne respire pas. C'est tout mon filtre que je suis. Quelle filtration je veux être pour être un élément distributeur d'énergie, récepteur d'énergie, transmettre, émettre, recevoir,
Ça, c'est aussi le pranayama. C'est le pranayama qui enseigne cela. Le yoga, bien sûr aussi. Le yoga, c'est la totalité, c'est l'entité, la grande famille, mais qui se décompose en plein d'étapes. Donc, il y a un moment donné où vous comprenez que vous êtes yoga. Vous ne faites plus du yoga. Vous êtes le yoga. À chaque instant de votre vie, tout ce que vous faites, c'est yogi. Ça veut dire que ça réunit le corps, l'esprit, l'univers, intérieur, extérieur, en respect de soi, yama, en respect du monde extérieur, niyama, en respect des capacités physiques, asana, en respect de l'énergie subtile, pranayama, en respect de des organes de sens qui perçoivent le monde selon notre filtre, donc pratyahara, le retrait des sens, petit à petit qui évolue vers cette douceur, ce calme, cette contemplation de plus en plus précise, la concentration dharana, qui ensuite évolue vers la contemplation sur quelque chose de subtil, de précis, pendant un temps donné, pendant une durée déterminée et surtout d'une façon bien précise. Dhyana, l'état de méditation qui s'affine de plus en plus pour aller ensuite s'écouler vers le samadhi qui est cette disposition à être indépendamment de la nature de l'ego, c'est-à-dire à être dans le ici et maintenant sans aucune perturbation et pouvoir goûter à l'essentiel de chaque chose telle qu'elle est sans être identifiée. Voilà ce que peut vous apporter le pranayama. Et ce que je vais vous enseigner pendant 3 ateliers, ça va être des petites gouttes d'huile essentielle comme ça, mais avec de la pratique. On va s'asseoir, on s'allongera s'il le faut. Je me débrouillerai pour que ça soit le plus précis possible. Mais par contre, sans vous voir, c'est la première fois. Donc, j'utiliserai d'autres capteurs, mes capteurs sensoriels qui seront beaucoup plus de l'ordre de l'intuition pour vous guider dans ces exercices merveilleux. Eh bien, je vais vous laisser la parole. Je vais maintenant goûter à vos délicieuses questions et j'espère pouvoir y répondre le plus précisément possible. Alors, déjà, j'ai lancé donc l'offre de ton atelier. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose pour vous inscrire. Donc, je vais vous donner les dates, comme ça, vous les aurez. Alors, hop. Alors, les dates, vous aurez l'atelier 1 le mardi 9 février à 20h30, l'atelier 2 le 17 février à 20h30 et l'atelier 3 le 1er mars à 20h30. Vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur YouTube ou dans la page de vente. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. Donc, en attendant, j'ai Monique qui a dit tout à l'heure très intéressant. Béatrice, j'adore, merci. Martine, merci pour cette conférence. Il me semble que j'avais relevé 1 ou 2 questions. Ah oui, il y a Brigitte tout à l'heure qui nous disait « Étant asthmatique, j'ai du mal à gérer ma respiration et je suis obligée de contrôler ma respiration. » Oui, c'est Brigitte? Oui. Brigitte, le pranayama est préconisé surtout quand il y a des caractères asthmatiques. Pourquoi? Eh bien, parce que la première chose, c'est lorsque moi je dis toujours les élèves parce que j'enseigne du matin au soir, donc du coup pour moi tout le monde est élève. Les personnes qui sont atteintes d'asthme, elles commencent déjà dans cette sensation asthmatique à avoir, quand elles se découvrent pour la première fois en tant qu'asthmatique, quelque chose qui réduit. Quelque chose qui réduit, c'est-à-dire je sens que je pourrais avoir une amplitude, mais je ne l'ai pas. Il y a quelque chose qui se réduit en moi, qui se compacte,
Et si je n'ai pas quelque chose à côté de moi, un remède comme de la ventoline ou d'autres remèdes que je ne connais pas, peut-être que maintenant ça a évolué, mais eh bien, il peut y avoir une certaine panique qui s'installe quand même. Hein. Donc, ça oblige ces personnes à avoir avec eux constamment, sauf quand ils ne bougent pas, hein, mais à avoir constamment quelque chose à côté d'eux qui, s'ils ne l'ont pas, eh bien, il manque quelque chose qui peut contribuer à les maintenir en vie en cas de crise. Donc, bien sûr que le pranayama, Brigitte, c'est extraordinaire pour toi. La première chose, déjà, c'est comprendre vraiment comment fonctionnent tes poumons. Les médecins ont dû t'expliquer à quoi était dû l'asthme et qu'est-ce qui se passait lorsqu'on avait une crise d'asthme au niveau des alvéoles pulmonaires et de la constriction et de la dilatation de ces cellules. Donc ça, c'est de l'ordre vraiment physiologique, mais après, il y a ton intervention, toi, face à la crise qui arrive. Donc ça demande de contrôler la panique. Et ensuite, il y a le fait que tu vas avoir de plus en plus de capacités respiratoires. Ça veut dire que tu entraînes ton système respiratoire à avoir de plus en plus de débit. Donc, qui dit débit dit nettoyage, de la même manière que quand il y a un gros coup d'intempéries, il y a les lits des rivières qui vont être nettoyés. Toi, ça va faire la même chose. Tu vas augmenter les canaux, le mouvement élastique des cellules qui contribuent à la respiration, qui vont faire que ça va diminuer, bien sûr, l'intensité des crises. Et tu auras peut-être aussi une autre manière de faire face à ton asthme. Donc oui, bien sûr, le pranayama est, je dirais, indispensable pour une personne qui est asthmatique. Attention avec certains pranayams, parce qu'il y a des techniques qui sont très dures. Hein. Donc certains pranayama, oui, mais ça, je pourrais te conseiller. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Kevin. Je suis chanteur et j'ai toujours ressenti un blocage de ma respiration au niveau du bas-ventre. Est-ce que cette pratique peut débloquer cela? Merci. Oui, alors bien sûr, tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que lorsque on chante, il y a déjà une certaine posture, il y a une certaine attitude d'éveil de la colonne vertébrale qui est très importante pour que le son puisse être maintenu, soutenu, continu. Lorsque nous faisons le pranayama, nous faisons aussi le chant des mantras et au fur et à mesure, à force de séance en séance, à force de chanter ces mantras, eh bien, il y a une clarté de la voix qui s'installe rien que par la façon dont on s'installe. Donc déjà, ce fameux maintien postural. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on chante? Eh bien, il y a la non-perception du mouvement du diaphragme. C'est-à-dire que quand je vais pousser un chant, je ne peux chanter que sur une expire, je ne peux pas chanter en inspirant. Quand je vais chanter, ma voix, elle va sortir par le frottement de l'expire sur mes cordes vocales. Plus ma capacité thoracique est grande, plus mon expire est longue. Puisque l'expire est une réponse à l'inspire et l'inspire est une réponse à l'expire. Donc forcément, plus tu as du coffre inspirant, plus tu as de la longueur d'expire, et plus ta voix elle tient longtemps, plus tu peux aller chercher dans le bas-ventre l'évolution du son pour qu'il continue à perdurer même quand les poumons sont vides. Ça, c'est ce qu'on appelle la rétention poumon vide. Et comme toi, tu es dans cet univers de vocal, donc au niveau ici, là, de Kanta Adara, la dara de la gorge, qui est relié à Vishuddhi chakra, le chakra de l'expression, eh bien, comme on a dit que tout était interdépendant, tout était lié, par ton étude du pranayama, tu vas rentrer aussi dans l'étude des chakras. Tu vas peut-être aussi te rendre compte que peut-être qu'en bas dans l'abdomen, il y a certains rouages qui ne fonctionnent pas, qui sont peut-être un peu déséquilibrés. Comme lui est déséquilibré, au fur et à mesure, les autres ne peuvent pas être en équilibre. Et peut-être que ta gorge, ton ventre sont complètement liés. Ta gorge étant ton moyen d'expression, l'expression de tes besoins.
Donc, par ce chakra, on exprime notre. Avant le chakra de la gorge, il y a le chakra du cœur. Donc ici, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Parce que tu as pris d'abord conscience de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire le hridaya, les 3 élans, recevoir, donner, partager et transmettre, eh bien, ton expression sera différente. Des fois, on croit qu'on est noué du bas-ventre parce qu'on ne sait pas chanter longtemps. Mais c'est peut-être l'élan du cœur, justement, qui n'est pas encore installé. Et comme il est juste en dessous de la gorge, le courant, il ne peut pas passer ici. Donc, il faut dénouer toute cette guirlande des chakras. Et ça, c'est aussi dans l'étude du pranayama. Donc, mais bien sûr, de toute façon, je ne peux pas vous dire mieux que si tous les êtres faisaient pratiquer du pranayama, les médecins, ils pourraient tous fermer leurs portes. Plus personne ne travaillerait. Plus personne ne travaillerait en médecine si les enfants, à partir d'un certain âge, on leur apprenait le pranayama à l'école. Il n'y aurait aucune agression de l'extérieur vers l'intérieur, parce que ce serait un compromis permanent entre ce qui est bon pour l'intérieur, qui est repoussé par l'intérieur vers l'extérieur, mais il n'y aurait pas ce combat. Là, qu'est-ce qui se passe avec nos organismes aujourd'hui? C'est que comme ils ne sont pas du tout préparés c'est pas qu'ils sont pas préparés, c'est que comme ils n'exploitent pas le potentiel de ce qu'il leur est donné, par des incompréhensions et par de la méconnaissance, parce qu'on ne nous l'enseigne pas, nos facultés physiques, elles diminuent. Nos facultés diminuent. Plus nous allons dans ce confort de vie, dans cette consommation excessive, dans cette mauvaise façon de s'alimenter, de cette mauvaise façon de penser, cette manière d'être complètement conduit par l'extérieur sans pouvoir filtrer subtilement ce qui se passe à l'intérieur, on est complètement affaibli. Hein? Merci Sandrine pour ta réponse. Alors, une autre question de Claudine. Le pranayama le soir donne de l'énergie et n'empêche-t-il pas de dormir? Ça dépend quel pranayama tu fais. Ça dépend quel pranayama tu fais. Si pour t'endormir, par exemple, tu fais un viloma pranayama, c'est-à-dire une inspiration longue, lente et profonde, et avec des fractions. C'est-à-dire que tu inspires, tu étales, tu inspires, tu étales, tu inspires un peu plus, puis tu expires lentement, longtemps, profondément. Et pareil, tu peux faire une inspiration longue, lente et profonde, et en expirant, tu vas faire expire, pause, expire, pause, expire, pause. Comment tu veux que ça t'excite pour pas dormir? C'est pas possible. Pas. Maintenant, si tu fais Kapalabhati avant de dormir, c'est-à-dire si tu te mets comme ça avant de dormir et tu fais là, c'est sûr que c'est possible que tu fasses une bonne nuit blanche. Oui. Mais avec un viloma, avec des respirations douces, calmes et agréables. Par exemple, si tu fais Nadi Sodhana Pranayam, d'inspirer par une narine, expirer par l'autre, c'est pas des respirations qui sont, elles sont énergisantes. Mais énergisantes, ça veut pas dire que ça t'empêche de dormir. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir? C'est pas parce que vous avez de l'énergie dans le corps. Quelqu'un qui a une vie saine, il a tout le temps de l'énergie dans le corps. C'est pas l'énergie qui fait que vous dormez pas. C'est l'agitation mentale. Ça n'a rien à voir avec l'énergie. L'agitation mentale n'est pas une énergie. Au contraire, elle vous puise votre énergie. Si vous êtes ressourcé tous les jours par une pratique nourrissante, à l'heure du sommeil, vous dormez. C'est vrai. Et vous vous réveillez quand le soleil se lève. Donc le pranayama n'est pas du tout responsable de l'activité mentale. D'accord. Hein? Alors, une autre question de Isabelle. Pour un enfant hyperactif, est-ce que ça peut aider? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour l'hyperactivité, c'est à partir du moment où l'enfant va se poser et s'écouter, respirer, ça va tout de suite l'apaiser. Regardez quand vous entrez dans une pièce.
Vous entrez dans une pièce où il y a un enfant qui dort. Vous voyez comme l'énergie, l'humeur, elle est différente que si vous rentrez dans une pièce et il y a quelqu'un qui joue à fond de la guitare. Ça change tout. Donc un enfant, quand il est hyperactif, il saute dans tous les sens, il a tout le temps besoin d'être dans le mouvement. En fait, l'enfant hyperactif, il n'a pas besoin d'être dans le mouvement, il a besoin d'agitation. Parce qu'il ne connaît pas autre chose. Si maintenant vous lui offrez un univers où il n'y a pas d'agitation, alors c'est pas que vous l'obligez à se mettre dans le silence, pas du tout. Mais vous-même déjà, en tant que maman ou parent, vous êtes déjà calmé par une pratique. Eh bien, ce que vous allez véhiculer à votre enfant sera déjà différent. Parce que nos enfants, ils sont pas agités, c'est pas eux qui s'agitent tout seuls. C'est l'atmosphère dans laquelle ils vivent qui les agite. Alors qu'elle soit dans l'environnement proche ou peut-être à l'école, dans une classe où il y a trop d'élèves ou un enseignant qui crie très fort toute la journée ou une activité physique peut-être qui n'est pas adaptée à l'enfant. Mais factuellement, un enfant, il n'est pas né agité. Il baigne dans quelque chose qui l'agite. Son agitation, c'est une réponse à quelque chose. Hein? D'accord, merci Sandrine. Alors, une autre question de Marilyn. Est-ce compatible avec de la bradycardie? En étudiant le pranayama, il y a des pranayamas qui sont vraiment pas préconisés pour certaines pathologies. Par exemple, l'hypertension, l'hypotension, on ne fera pas les mêmes pranayamas. La tachycardie, la bradycardie, on ne fera pas les mêmes pranayamas. Le pranayama qui est préconisé dans ce que vous avez, c'est la respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire une vritti pranayam, une inspiration d'une certaine durée, avec une rétention des poumons pleins pendant une certaine durée, une vidange des poumons de la même durée, avec une rétention des poumons vides de la même durée. Hein, c'est ce qu'on appelle vulgairement cette respiration carrée, mais qui n'a rien d'un carré, sauf si on la conscientise en carré. Et ça contribue à apaiser cet état de bradycardie. Voilà. Mais le pranayama, si vous le commencez-le avec un enseignant. Il faut faire ça avec un enseignant qualifié, parce qu'on peut faire n'importe quoi avec le pranayama. Hein. C'est pas parce que vous allez vous asseoir en tailleur et faire des respirations que ça va aller. Hein. D'abord, il faut comprendre pourquoi on s'assoit, comment on s'assoit, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique au début, quel va être le premier pranayama qu'on va mettre en place, combien de temps on va l'étudier avant de passer à autre chose. Hein, voilà. Merci Sandrine. Alors, une autre question de Micheline. Est-il conseillé de bloquer sur un temps la respiration entre l'inspire et l'expire? Merci de votre réponse. Alors ça, ce sont des réponses, bien sûr, qui demandent des compréhensions des techniques. Alors, d'abord, quand on parle de rétention, la rétention, avant tout, il faut la voir comme une suspension. C'est pas qu'on retient le souffle, parce que le mot retenir, une fois que tu fais du pranayama, tu peux comprendre que tu retiens le souffle. Mais dans cette retenue, il y a une expansion. C'est-à-dire que c'est pas que j'inspire, je bloque, je serre, et puis j'expire. C'est pas ça. Il y a une inspiration, et puis à un moment donné, mes poumons sont pleins. Mais, lorsque mes poumons sont pleins, ma cage thoracique peut encore continuer d'évoluer plus large. Donc, je vais utiliser cette expansion restante pour continuer d'élargir, suspendre mon inspire, donc mes poumons sont pleins, je ne peux pas aller plus loin, je continue de suspendre mon inspire et d'aller dans ma capacité articulaire, musculaire et tendineuse maximale,
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la suspension. Pendant ce temps-là, je suis ni dans l'inspire, ni dans l'expire, puisque mon inspire est terminé. Je m'accorde encore un temps de suspension, d'expansion, avant d'aller vers l'expiration. Et à la fin de l'expire, pourquoi pas, je peux remettre la même chose. Donc, bien sûr que tu peux faire ça dans ta respiration. Maintenant, il faudrait que je te voie respirer pour te donner vraiment une explication plus détaillée, parce que comment est ton inspiration? Respires-tu en Ujjayi? L'inspiration dont tu me parles, elle est allongée, elle est couchée, elle est sur un traversin. Voilà, donc ça demande un peu plus de détails. Je peux répondre comme ça à cette question, ce serait un peu galvauder les techniques de pranayama. Donc je préfère à la limite que si tu suis les ateliers, de toute façon on va faire 3 ateliers là. Le premier atelier sera sur la reconnaissance du souffle spontané. Donc là déjà, toutes les deux, rien qu'avec cet atelier-là, je pourrais déjà te donner la base. Ensuite, on va arriver sur le deuxième atelier, c'est les différents souffles. Donc les différents souffles, forcément, tu auras celui dont tu me parles, qui est donc, si j'ai bien compris, l'Ujjayi, alors si c'est assis ou allongé, peu importe, mais en tout cas, c'est un des stades de l'Ujjayi où il y a la rétention après l'inspire, qui s'appelle Antara Kumbhaka, Bhaya Antara Kumbhaka. Donc on la verra dans les différents souffles. Et puis notre troisième atelier, c'est la respiration Ujjayi. Donc là, vous aurez toute la connaissance du trajet respiratoire et son déploiement avec les rétentions, poumon vide, poumon plein, les suspensions, les expansions. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, on a une dernière question de Monique qui dit: quel est le pranayama adapté pour calmer une crise d'angoisse? Merci. Ah, alors tout de suite, les mains sur le ventre, le mouvement respiratoire, tu inspires et tu gonfles le ventre. Alors d'abord, il va se gonfler tout seul, mais tu intensifies comme un ballon hein, qui est devant toi, tu laisses comme si tu étais enceinte, là. Tu laisses le ballon gonfler, hein, et puis sur l'expire, waouh, tu ramènes, tu laisses venir, tu résorbes, il y a cette succion abdominale en direction du dos, et tu mets tes mains sur ta chair, même pas sur le pull, sur le pantalon, tu mets en directement tes doigts, la chair, tu la réchauffes même, hein, comme ça, et tu poses tes mains sur ton ventre. Comme si tu posais le ventre, les mains sur le ventre d'une maman avec un bébé dedans. Tu sais, ce geste délicat de tendresse, là, de tendresse pour toi. Voilà, tu poses tes mains. Ah, ok, waouh. Là, c'était fort. Le stress que j'avais, là, ce que je viens de vivre, ouf, très, très dur. Allez, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Tout va bien, je suis encore en vie de toute façon, donc ça ne m'a pas tué, je suis là. Ah, je profite du mouvement de la vie qui se manifeste et je me calme. Voilà. Ça Merci beaucoup, marche. Sandrine. Ça marche à chaque fois. Ça. Bah, merci pour toutes tes réponses. Mais c'est Merci avec pour la plaisir. conférence. Et puis, on se retrouve du coup pour ton atelier. Oui, on se retrouve mardi 9 février à 20h30. Alors, Exactement. pour ceux qui veulent assister à l'atelier, je vous conseille d'avoir, si vous avez déjà ça chez vous, un coussin. Alors, ce qui est bien, c'est un coussin assez dur, un coussin de canapé ou un pouf, mais assez dur quand même, pour vous asseoir, pour avoir de la hauteur de l'assise, hein, pour ne pas être assis sur le sol. Prenez aussi quelque chose pour vous couvrir les yeux. Un bandeau ou un t-shirt, un sac de sable qu'on met sur les yeux, ça c'est aussi très agréable. Couvrez-vous bien, parce que le corps descend en température quand on fait certains pranayama, des chaussettes chaudes, une petite laine polaire, un plaid polaire, et puis préparez votre ambiance. C'est-à-dire, mettez une lumière tamisée, quand vous mettez cette lumière, vous vous sentez vraiment à l'aise. Vous créez votre petit cocon. Et moi, j'arrive dans ce cocon. Et je m'occupe de vous. Super, merci beaucoup, Sandrine. Merci Caroline. C'était un Avec grand plaisir. Pour moi aussi, c'était un énorme plaisir. Puis on se retrouve du coup pour ton atelier le 9 février. Oui, avec plaisir. Merci à tous pour m'avoir accordé ce temps. Je sais que le temps est précieux pour chacun, surtout à cette heure-là.
Eh bien, profitez pleinement de votre soirée après cette conférence et puis essayez déjà de mettre en pratique en vous endormant, juste les mains sur le ventre, laissez-vous aller. Merci, Namasté. merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.